C'est l'occasion pour moi, comme je le disais, de revenir sur un projet de recherche qui est donc maintenant achevé. En discussion avec Evelyne, notamment en préparation de cette journée, on a identifié deux aspects de ce projet de recherche qui pourraient faire sens par rapport au programme de cette journée et à la thématique sur laquelle nous vous travaillons. Donc ce projet de recherche avait une particularité, c'était de faire de la recherche avec les enfants. Et donc je vais consacrer la première partie de cette présentation à cette question de la recherche avec les enfants et puis ensuite évidemment quand même donner quelques éléments empiriques, quelques résultats de ce projet de recherche, même si là, sur ces questions-là, il y a passablement de publications qui sont aussi accessibles. Donc j'essaierai de vous donner un aperçu et peut-être l'envie d'aller plus loin avec des lectures. Très bien. Donc, je vais commencer cette exploration de ce que veut dire faire de la recherche avec les enfants en partant d'une approche fondée sur les droits de l'enfant et notamment ce que l'on appelle le droit à la participation, qui en réalité n'est pas formulé comme tel dans le droit international. En réalité, il s'agit du droit de l'enfant d'être entendu sur toute question le concernant. Ça, c'est ce qui est formalisé au niveau normatif, mais progressivement, c'est devenu une appellation assez communément partagée de dire qu'il s'agit d'un droit à la participation. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce droit à la participation? Participation rights in English. On trouve, et je sais que quand on passe à l'allemand, et là je regarde la traductrice, je sais que la question de la participation elle se traduit de manière particulière avec plusieurs possibilités de traduction en allemand. En tout cas, dans le texte officiel de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, dans son article 12, on trouve vraiment cette idée très précise que l'enfant devrait avoir le droit de s'exprimer sur toute question qui l'intéresse. Vous voyez tout de suite le lien que je fais avec le domaine de la recherche. Quand on fait de la recherche sur les enfants, ça les intéresse d'une manière ou d'une autre, on devrait les entendre. Voilà, donc ça c'est la version rapide. Et la question de comment est-ce qu'on s'y prend, eh bien on a notamment Laura Lundy qui a proposé un modèle, mais qui a été largement diffusé depuis sa publication en 2007, qui s'appelle Lundy Model, et qui décline cet article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en deux niveaux. The right to express views, le droit d'exprimer son opinion, et the right to have views given due weight, c'est-à-dire le droit de voir ses opinions prises en considération. Et pour cela, elle identifie 4 dimensions minimales. Le fait qu'il y ait un espace réservé pour pouvoir permettre d'entendre les enfants. Le fait que leur voix soit qu'on leur donne une vraie voix, le fait qu'il y ait une audience pour entendre cette voix et finalement le fait que cette voix puisse avoir une influence sur les décisions qui seront prises. Donc là, on est sur le cadre normatif qui nous permet vraiment de penser les aspects touchant à la vie des enfants comme devant, d'une manière ou d'une autre, permettre aux enfants de s'exprimer à ce sujet et d'être entendus, et de garantir les espaces pour pouvoir les entendre, garantir la voix nécessaire, garantir l'audience et garantir l'influence. En termes de recherche, il y a plusieurs... Il y a maintenant un champ de recherche, ou en tout cas un champ de publication qui a abordé cette question de la recherche avec les enfants. Et on distingue, si vous voyez au milieu de la diapositive que je vous propose là, plusieurs formes de recherche distinctes auprès des enfants, dirons-nous. C'est la recherche sur les enfants, où en fait les enfants sont une source de données, mais comme des objets de recherche, c'est-à-dire qu'on va vers eux, on puise les informations dont on a besoin, et puis on va les analyser dans notre bureau ou avec nos collègues. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est la recherche avec. C'est qu'on s'assure à minima de les
consulter ou de faire en sorte que nos méthodes soient les plus participatives possibles. C'est-à-dire d'éviter de les mettre, si on prend la version assez classique de la recherche participative, de les mettre simplement dans une situation d'interview face à face, où on a un adulte face à un enfant, des dynamiques de pouvoir qui se mettent en jeu, etc. Et donc, on essaye vraiment de se dire, mais comment est-ce que l'enfant peut être le plus à l'aise, le plus productif possible, le plus pour pouvoir réfléchir aux objets sur lesquels on travaille, vraiment comme un partenaire dans le processus de recherche, et ce sont les méthodes qui rendent cela possible. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis ensuite, on a le troisième niveau, ou le quatrième si on prend le modèle de la participation des étudiants de Fielding, c'est la recherche par les enfants. Alors là, je ne vous le cache pas, on est dans une version forte des droits à la participation des enfants dans la recherche. C'est une version forte au sens aussi où une revue systématique qui a été publiée en 2023 a recensé une trentaine de projets publiés qui avaient été initiés par les enfants. Donc on est vraiment sur une niche. C'est pas évident, vous pouvez l'imaginer, parce que mené par les enfants, c'est-à-dire partir des questions des enfants, c'est-à-dire co-rédiger avec eux les requêtes qu'on va ensuite soumettre au Fonds national suisse de la recherche scientifique ou à d'autres bailleurs de fonds. Donc vous pouvez imaginer les enjeux là autour, et ce n'est pas encore la norme. Et donc c'est une version forte, mais c'est pas forcément celle qu'on vise toujours. Et pour ma part, je n'y suis encore jamais pleinement arrivée, en tout cas pas dans mes financements entre guillemets qu'on dit compétitifs. Donc ce n'est pas ce que je vais vous présenter ici, mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit comme une des formes de participation que l'on pourrait viser. Donc très concrètement, est-ce que conduire de la recherche avec les enfants, voire par les enfants et pas juste sur les enfants, est-ce que c'est la même chose ou c'est différent que de travailler avec des adultes? Alors on a toute une série d'écrits qui mettent en évidence le fait que d'impliquer les enfants dans les processus de recherche comme participants, comme acteurs, eh bien, c'est une condition minimale pour véritablement prendre en considération leur point de vue. C'est-à-dire qu'il y a toujours le risque en tant qu'adulte de partir de nos représentations de notre enfance quand on interprète les données que l'on coproduit avec les enfants. Et par conséquent, de penser à l'inclusion maximale, donc soit par des méthodes participatives, soit en allant sur une forme de co-recherche avec les enfants, eh bien, ce sont des conditions minimales pour pouvoir inclure leur perspective dans la production, la coproduction, l'analyse et voire la diffusion des données. La littérature, elle met en évidence vraiment 3 grands niveaux sur lesquels on peut réfléchir autour de cette implication des enfants dans la recherche. La question des dynamiques de pouvoir. Comment est-ce qu'on casse le face-à-face dont je parlais tout à l'heure, l'adulte face à l'enfant seul, le tout verbal. Faire parler tout le temps les enfants. C'est adapté quand on parle avec des adultes, en tout cas des adultes tout venant, qui sont verbaux, mais quand on est avec des jeunes enfants, pour qui le verbal n'est pas le seul mode de communication, comment est-ce qu'on s'assure que les données qu'on coproduit avec les enfants, elles sont aussi proches que possible de leur réalité? Et donc là, il y a aussi des aspects méthodologiques sur lesquels on peut travailler, et je vous présenterai comment on l'a fait dans le cadre du projet sur le chemin de l'école tout de suite. Et puis ensuite, il y a un 3e niveau, c'est celui des enjeux éthiques. Comment est-ce qu'on s'assure que l'enfant soit pleinement respecté dans le cadre de ces processus de recherche? Ici, on a une réflexion autour de la notion de voix que j'ai exposée tout à l'heure. Donc la voix des enfants qui nécessite une prise en compte particulière. Vous voyez qu'il y a une série de travaux, notamment dans le domaine des Childhood Studies, des études de l'enfance, qui mettent, ou de sociologie de l'enfance en français, Childhood Studies, qui mettent aussi en évidence un travail particulier que
l'on doit faire autour de la voix des enfants. Donc, c'est-à-dire non seulement de ne pas tomber dans le piège d'interpréter la voix des enfants avec notre perspective d'adulte, mais aussi d'être capable de ne pas systématiquement prétendre à l'authenticité parce qu'on a entendu les enfants. Vous voyez? Donc c'est vraiment trouver cet équilibre entre donner la parole aux enfants, mais aussi traiter cette parole comme une donnée de recherche et parfois la croiser avec d'autres types de données, comme par exemple ça peut être des productions picturales, ça peut être des photographies que les enfants font, ça peut être des dessins, cela peut être des moments d'observation, d'ethnographie. Vous voyez, lorsque l'on croise ces différentes données, c'est là où on s'approcherait le mieux possible, ou en tout cas le plus éthiquement possible, de la réalité vécue par les enfants, où on dépasserait simplement cette the authenticity claim, en disant, ben voilà, j'ai donné la parole aux enfants, donc c'est authentique. Vous voyez, d'éviter ce saut qui serait trop radical, entre guillemets, par rapport au fait que finalement, et ça c'est une question qu'on peut poser plus largement, mais qui se pose de manière très spécifique, de manière criante chez les enfants, c'est la question de la voix de qui. Qui sont les enfants les plus verbaux? Ce sont possiblement les enfants qui viennent de milieux socio-économiques favorisés, où l'oral est favorisé. Donc en fait, on va représenter une partie des enfants. Donc il y a toujours de nouveau cette problématique autour de s'assurer que les méthodes soient les plus child-friendly possibles, mais pas seulement par rapport à des enfants qui correspondent à ces enfants qui prennent volontiers la parole, mais qu'on s'assure également qu'on arrive à donner la parole à un nombre d'enfants, une diversité d'enfants qui peut-être sont moins à l'aise avec ces approches plus mainstream. Voilà. Donc, dans le cadre du projet que l'on a conduit sur le chemin de l'école, la manière dont on s'y est pris, c'est de cette manière. Je ne dis pas que c'est la seule manière de faire, mais c'est une des manières que l'on a eu de travailler pour pouvoir essayer à la fois de juguler ces dynamiques de pouvoir, de proposer des méthodes qui puissent donner la parole à une diversité d'enfants et finalement qui permettent également de répondre à la nécessité éthique à la fois d'avoir l'implication des enfants comme acteurs de la production des données, mais également comme co-chercheurs. Donc on a vraiment essayé de travailler sur tous ces niveaux-là, ce qui implique une certaine complexité. Sur le plan méthodologique, on a travaillé de la manière suivante, à savoir on a travaillé avec des adultes pour décrire les cas que l'on étudiait. Donc nous étions dans une approche par cas de 9 écoles où nous voulions étudier une diversité de chemins allant de l'école à la maison dans ces 9 cas. Donc nous nous sommes approchés des adultes, les directions d'établissement et les parents des élèves intéressés à participer. Je vois encore 5 minutes, ça va pour vous? Oui? Oui. Ok, très bien. Je vois, donc nous avions 9 cas, pardon, je dis 5 minutes, 9 cas. Nous avions 9 cas dans lesquels nous avons pu conduire ces questionnaires, ces entretiens non directifs avec les directions d'école pour comprendre la réalité dans laquelle évoluaient les enfants. Ensuite, les enfants sont arrivés comme coproducteurs et coproductrices de données avec 3 étapes que vous voyez notées sous le numéro 3, exploration du vécu des enfants, inspirée de l'approche mosaïque développée par Alison Clark notamment, si vous êtes intéressé par ces publications-là, elle en a plusieurs, où l'idée c'est de travailler avec les mêmes enfants à 3 reprises. Donc les mêmes enfants font avec nous un dessin et une narration du chemin de l'école. Ils font ensuite un entretien mobile, donc nous parlons
et shoulder to shoulder, on évite le face-à-face, on se met dans le contexte dans lequel évolue l'enfant pour pouvoir bénéficier également d'apports qui viendraient de l'environnement dans lequel les enfants sont, et on évite de devoir suivre un guide d'entretien trop strict qui ne correspondrait pas nécessairement à ce que l'enfant ce dont l'enfant voudrait nous parler, et finalement une activité collective de diamond ranking, de classification d'images. Ces 3 étapes, toujours avec les mêmes enfants, 8-12 ans, ça c'était la tranche d'âge avec laquelle on travaillait. Ces 3 étapes, elles permettent une construction progressive d'une compréhension plus élaborée de l'objet de recherche. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste une fois vers les enfants pour leur demander « dessine-moi ton chemin de l'école et raconte-le-moi », mais on revient à 3 reprises et ça permet progressivement, et ça c'est un des fondements de l'approche mosaïque, c'est vraiment cette capacité à se construire une idée plus élaborée et d'être vraiment un acteur de la coproduction de connaissances et pas juste une source de production de connaissances. Je vais accélérer un tout petit peu là. En parallèle, nous avions un groupe de 10 enfants co-chercheurs, 10-12 ans, qui n'étaient pas dans notre échantillon de base, mais qui nous ont accompagnés pour toutes les démarches à partir du moment où on avait la validation éthique. Donc on a consolidé, vous voyez dans l'encadré bleu, consolider les outils méthodologiques. On a interprété les données avec eux, donc on avait analysé, mais on leur a soumis nos analyses et on a interprété avec eux nos données, et finalement on a élaboré des recommandations finales avec des inputs qui viendraient de ce groupe d'enfants co-chercheurs. Donc les enjeux éthiques, je vous les signale ici en 3 points principaux. C'est sur un premier niveau le fait de pouvoir assurer que les enfants reçoivent une information appropriée et adaptée sur les objectifs du projet et les tâches. Tout ça, ça implique de traduire les objectifs de la recherche, les intentions que nous avons, les résultats, enfin, ce que cela pourrait donner auprès de manière child-friendly, d'un terme de manière adaptée aux enfants, et de leur permettre de travailler avec les adultes qu'ils souhaitent mobiliser pour donner leur consentement. J'ai dû me battre avec la commission éthique à l'époque pour pouvoir avoir la signature des enfants également sur les formulaires, parce que les juristes ne voulaient que la signature des représentants légaux. Donc voilà, ça montre comment à un moment donné, sur les enjeux éthiques, il y a également une prise en compte vraiment de l'enfant. Ensuite, assurer à tous les moments le fameux modèle de Lundy que je vous ai proposé tout à l'heure, les 4 dimensions, espace et voix, audience et influence. Et finalement, à la fin, une réflexion sur comment est-ce qu'on compense le temps, la reconnaissance du temps qui a été donné par les enfants. Notamment, alors là en l'occurrence, nous on a travaillé avec un bon pour éviter de donner vraiment de l'argent à l'enfant, mais ces enfants qui se sont impliqués durant toute une année, ils ont reçu un bon pour un parc aquatique. J'arrive au terme du temps qui m'est imparti, donc je vais être très rapide sur les résultats principaux parce que comme je vous ai dit, on a des publications à ce sujet, donc vous pouvez aller fouiller tout cela. Je vous donne simplement les indications principales, et ça, ces thématiques, elles ont été négociées avec les co-chercheurs. Donc c'est les co-chercheurs qui nous ont aidés à dire oui, ça c'est les éléments les plus importants de nos résultats, qui visaient à vraiment explorer les expériences vécues sur le chemin de l'école. D'une part, on a mis en évidence le fait que les interactions sont primordiales sur le chemin de l'école en termes de socialisation juvénile, en termes de sentiment d'appartenance et d'attachement, identité sociale et spatiale pour les enfants via le chemin de l'école, et également les interactions avec la nature et les animaux qui sont vraiment constitutifs de cette expérience du chemin de l'école. Deuxième volet, là vous avez une publication qui le montre de manière complète dans la revue suisse des sciences de l'éducation. C'est un lieu d'apprentissage formel et transfert d'apprentissage formel et un lieu d'apprentissage informel, notamment des règles, des normes des règles et également un ancrage communautaire. Le troisième aspect, c'est la question du bien-être physique et psychique.
Oui, j'arrive au terme. Les enfants le disent très clairement, et là je voyais quelques extraits d'entretien que vous pouvez voir, donc en fait c'est vraiment de dire « Ah mais je me ressource, je peux bouger, je peux être seule, je peux réfléchir, je peux regarder la nature », tous ces éléments-là. Et finalement, le dernier aspect, également validé par les enfants co-chercheurs, le fait qu'il s'agit d'un espace d'autonomie et d'agentivité, de devenir un acteur de sa propre vie et de sa propre inscription dans la communauté, notamment au travers de routines, de liberté et de transgression des règles. Et là, les enfants le disent très clairement. Ça, j'ai pas le droit de le faire à l'école. J'ai pas le droit de le faire à la maison, mais sur le chemin de l'école, je peux le faire. On a également un ouvrage avec de nombreux collègues qui ont présenté des réalités différentes des chemins de l'école partout dans le monde et pas que en Suisse. Et celui-là, il est en open access si vous voulez le télécharger chez Anten Press. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.